Bonjour Monsieur Ludgen. Comment allez-vous au niveau personnel et aussi comment se porte votre entreprise depuis mars 2020? Alors, comment vous dire? Personnellement, je me porte très bien, je vous remercie. Je suis d'ailleurs, au soleil, et pas du tout en Belgique pour l'instant, parce que le télétravail, permet effectivement, de pouvoir travailler à distance comme tout le monde le sait. Et l'entreprise, beh, elle se porte pas si mal que ça, malgré qu'on ait, dû faire beaucoup de travail sur nous-mêmes puisqu'on a fait, 34 de chiffre d'affaires en moins en 2020 par rapport à 2019 et que la situation de ce début d'année n'est pas terrible puisqu'on va faire pratiquement la même chose que l'an dernier, vu que la plupart des points de vente sont toujours fermés en Europe pour l'instant. En tout cas, commence à réouvrir. La France va réouvrir dans une semaine. L'Allemagne est en partie ouverte. Enfin bon, ça redémarre, mais nous sommes excessivement optimistes et positifs parce qu'en fait, on a fait un travail pas dire de restructuration, mais d'analyse sur ce qu'on faisait, puisqu'on n'avait d'habitude pas le temps de le faire et que le Covid nous a donné le temps de petit peu s'arrêter et de regarder les choses autrement. Et je pense que on est beaucoup plus fit maintenant, donc beaucoup plus aiguisé. Et on sait aussi maintenant où on dépensait de l'argent un petit peu stupidement. Donc, on attend maintenant, enfin, on n'attend pas, on a préparé la reprise, on a travaillé beaucoup pour la reprise. Et c'est pour ça que même si c'est le Covid maintenant, mes équipes travaillent à fond, parce qu'on sait que ça va redémarrer et qu'on est très optimiste par rapport à ce challenge de redémarrage qui est devant nous. Justement, nous vous entendons, enfin, et c'est un truc qui a souvent été repris. Le Covid est du coup une opportunité pour votre entreprise? En fait, chaque difficulté est une opportunité, hein, puisque bon, comme diraient certains, on dit que c'est Mandela qui l'a dit, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, ici, ben, on a appris beaucoup, en fait. Alors qu'avant, on gagnait, maintenant, on a appris. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas gagné, on a un peu perdu, mais ça dépend comment on voit les choses. Et je pense que pour la société et pour moi personnellement, puisque c'est une interview qui s'adresse aux deux, si j'ai bien compris, euh, j'y vois à la fin plus de bénéfices plus d'avantages que de désavantages. J'aime pas le mot bénéfice parce que c'est un mauvais mot, mais plus d'avantages que de désavantages et qu'on repart dans de meilleures conditions finalement. Alors, vous parlez de l'entreprise justement en 2007, vous avez décidé, en 2006-2007, vous avez décidé de créer Icewatch. Comment Oui. expliquez-vous justement votre passage de la vente d'articles promotionnels à l'horlogerie? En fait, ça faisait très longtemps que je cherchais à donner de la valeur à une marque, c'est-à-dire créer une marque et non pas créer un produit, parce que tout le monde pense qu'on a créé un produit, non, on a créé une marque en fait. La valeur, elle est dans la marque, elle n'est pas dans le produit. Même s'il faut des produits de qualité, il faut que les produits plaisent. Et donc pour moi, c'était un vieux rêve, enfin c'était pas un rêve, c'était un objectif, c'était que je poursuivais, c'était de créer une marque et d'y donner de la valeur. Et donc, bon, heureusement ou malheureusement, je commençais à avoir de l'âge puisque j'avais une quarantaine d'années à l'époque, mais vous le saurez plus tard quand vous aurez une quinzaine d'années en plus, voilà, quand vous serez à la fin de la trentaine, au début de la quarantaine, c'est ça à ce moment-là, en tout cas en ce qui me concerne, que certains éléments se sont combinés, se sont mis ensemble, où j'ai pu, de l'expérience que j'avais eue avant, mettre tous ces éléments ensemble et créer Icewatch. Donc, ce n'est jamais une histoire qui arrive par hasard, hein. Donc, c'est un cheminement, c'est une combinaison d'éléments qui se mettent en place à un moment donné. À vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Il y en a qui ne les saisissent pas, il y en a ne prennent pas les opportunités qui passent devant eux. Là, je l'ai fait et voilà. À quel moment est-ce que, du coup, dans votre vie, avez-vous pensé que c'était le bon moment justement pour passer à l'action? Ah, en permanence, tous les jours, c'est une bonne journée pour passer à l'action. Là, ici, je suis à Marbella et il y a un mois, enfin fin janvier, j'y suis passé
et j'ai vu un magasin vide en face de chez Hermès et Dior. J'ai contacté la propriétaire et on a fait l'acquisition du magasin. Donc, encore à l'heure d'aujourd'hui, des opportunités, il y en a toujours. Il suffit juste de les saisir, en fait. Et de ça, il faut avoir les yeux bien ouverts. Alors, faire un maximum d'erreurs aussi, puisque, bon, une opportunité, on pense parfois que c'en est une et puis pas. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est, de temps en temps, c'est éviter ce que j'appelle l'illusion groupale. Alors, l'illusion groupale, c'est quand vous êtes à plusieurs autour d'une table. Ça peut être aussi, je l'ai vécu, tout un auditoire à Louvain-la-Neuve à une époque, où on était tous convaincus de la qualité d'une idée et d'un projet. Mais en fait, il n'y avait que nous-mêmes qui étions convaincus. C'était donc une illusion de groupe, puisque quand on va face à la réalité, on se rendait compte que finalement, on n'était que ce groupe de personnes à y croire. Donc ça, il faut être très, très prudent par rapport à ça. Parce que vous pouvez revenir au bureau et dire ah, ben, j'ai une chouette idée, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Bien souvent, les gens, bah oui, puisque si on a eu de la réussite avant, c'est qu'il a toujours des bonnes idées, non, pas nécessairement. Et donc, il faut toujours la confronter à la réalité. Et la meilleure des. Il y a différents moyens pour la confronter à la réalité. C'est des petits tests, mais aussi bien souvent les salons qui maintenant n'ont plus lieu, malheureusement, mais qui permettait de rencontrer tout un type de public, journalistes, spécialistes, clients potentiels, etc., qui vont vous, je ne vais pas dire vous détruire votre idée, mais en tout cas la malaxer dans tous les sens, et soit vous devrez l'améliorer, soit vous devrez l'abandonner. Mais justement, avant du coup de pouvoir aller dans tous ces salons pour présenter un produit Ouais, qui est déjà travaillé ou fini, ouais, ouais. comment est-ce que vous avez pu, au niveau pragmatique, justement, présenter votre projet? Parce qu'on dit souvent qu'un bon entrepreneur arrive à présenter son projet brièvement. Quel a été votre speech, justement, auprès de vos premiers Ouais. investisseurs et fournisseurs? Ouais. En fait, on a travaillé quand même pendant 2 ans avant de faire, et on a fait toute une série de petits salons avant d'arriver au salon de l'horlogerie, qui est le salon de Bâle, qui n'a plus lieu maintenant depuis 2 ans, mais qui j'espère va revivre. Et quand on est arrivé à Bâle, on était prêt. Et je pense que quand on doit aller à un salon, on peut y aller, pas prêt, mais à ce moment-là, on va apprendre et peut-être qu'on va se décourager. Par contre, quand on est avancé dans son concept et dans son idée, il faut que tout soit parfait quand on y va. C'est-à-dire que son produit soit bien présenté. Ça veut dire que les brochures d'information doivent être là, le site Internet, les photos, ce qu'on appelle le POSM, là, le Point of Sales Material, donc le matériel point de vente, doit être disponible. Ça veut dire que si vous recherchez des distributeurs pour votre produit, tout doit être déjà prêt pour que quelqu'un se dise, je n'ai plus qu'à l'acheter et le mettre en vente dans mon pays. Par contre, si vous n'êtes pas prêt, peut-être y aller, mais en sachant que vous n'êtes pas prêt et que vous allez subir à ce moment-là les différents types de critiques pour vous améliorer. Mais effectivement, c'est très important d'être le plus professionnel possible quand on va se confronter à ce que j'appelle le marché à travers ces salons en question. Évoquant justement le marché, les salons, quelle a été la manifestation ou justement le salon qui vous a le plus marqué et Oui. pourquoi vous semble-t-il juste important pour vous en tant que chef, du coup, d'y assister? Mm. Alors, tous les salons sont importants, les petits comme les grands, mais effectivement, voilà, en horlogerie, c'était le salon de Bâle qui était le plus important, puisque c'est la mecque de l'horlogerie. Il y a des salons qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros, donc pour juste vendre des petits produits qui ont quelques centimètres carrés. Euh, mais par contre, cette question me fait penser à une autre réponse que je pourrais vous donner, mais qui est un peu parallèle, mais pas directement liée à ce que vous posez comme question, mais qui est important, je pense, dans une démarche. C'est que si vous êtes un artiste et que vous terminez un tableau, si vous êtes un écrivain et que vous écrivez un livre, ou si vous êtes Apple et que vous préparez un produit, à un moment donné, vous devez arrêter de le préparer, de l'améliorer et de dire qu'il est encore améliorable.
vous devez le mettre sur le marché, entre guillemets. C'est-à-dire, à un moment donné, quand un artiste termine son œuvre, une peinture, à un moment donné, ah oui, il pourrait encore peut-être changer une petite partie du tableau, un livre, il pourrait encore améliorer une phrase et encore la changer et encore modifier un petit peu un chapitre, etc. Mais à un moment donné, et Apple fait très bien ça d'ailleurs, il lance des produits tout en sachant que le produit suivant est déjà en préparation. Mais si on attend toujours le produit suivant en disant que le suivant va être parfait, vous ne le lancez jamais. Et je rencontre suffisamment pas mal d'entrepreneurs de tout âge qui viennent me présenter des choses. Ils vous disent, oui, je vais encore l'améliorer. Et je dis, mais lance-le déjà maintenant ou vas-y déjà avec ça. Il est à 80% ou 90%, il est bon. Améliore-le dans une phase 2, une phase 3, comme Apple le fait avec les Apple 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais il faut à un moment donné le faire. Mais alors, il y a des gens qui n'osent pas le faire. Alors, on ne sait pas pourquoi, si c'est en fait parce qu'ils ont peur de le faire ou parce que est-ce qu'ils ne sont pas réellement prêts. Enfin bon, il y a un peu les deux, quoi. On Voilà. entend souvent qu'il est très dur de se lancer en Belgique et que du coup, la création ou le processus de création d'un nouveau projet demande beaucoup d'efforts. Mm. Vous avez déjà commencé à le dire, mais sur quelle dimension avez-vous commencé à travailler réellement dans le projet Icewatch? Et aussi, pourquoi avez-vous décidé de baser votre siège à Bastogne? Oui, alors à Bastogne, parce que historiquement, j'ai démarré, je suis né à Bastogne, et donc on était là, et on a créé une petite équipe, et cette petite équipe est devenue plus importante, et il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Donc, il y a des gens qui viennent de Namur, et des gens qui viennent d'Arlon, il y a des gens qui viennent de Luxembourg, et donc c'est devenu un peu, et de Liège. C'est devenu un peu un épicentre, et si je bouge mon épicentre, je perds une partie de mes équipes. Alors, ça, être à Bastogne, ce n'est pas une facilité pour trouver nécessairement certains types de profils, il faut le savoir, et en même temps pour voyager. Bon, parce que bon, il faut chaque fois sortir de Bastogne, mais en même temps, nous, on voyage, enfin, je voyageais beaucoup plus en dehors de la Belgique qu'en Belgique, donc c'était finalement pas si grave que ça d'être proche de Luxembourg. Mais le début de votre question, c'était ah oui, pourquoi investir en Belgique et les difficultés d'investir en Belgique. En fait, le problème en Belgique, c'est que si vous avez du succès et que vous gagnez de l'argent très rapidement, ce qui a été notre cas, vous êtes suspect. C'est-à-dire, on pense que vous trichez ou on pense que ce n'est pas possible parce que les règles ne sont pas faites pour que les gens gagnent vite de l'argent. Or, c'est très intéressant de gagner vite de l'argent, non pas pour le plaisir d'en gagner, mais c'est une source qui permet, l'argent est une énergie, un carburant pour pouvoir continuer à grandir et partir dans toute une série de directions, ce qu'on a fait à un moment donné. Et donc, forcément, vu que ça paraît suspect, on doit subir toute une série de contrôles et autres qui sont pour moi absolument exagérés, mais voilà, et relativement désagréables. Parce que ça ne se fait pas dans un contexte de confiance, alors que dans d'autres pays, la confiance est nettement plus établie entre quelqu'un qui réussit, qui a un beau projet. Et alors, c'est toujours un peu particulier avec les autorités parce que vous avez des autorités qui vont vous prendre, entre guillemets, en exemple en disant, regardez, ça fonctionne bien, c'est génial, on va vous prendre par la main et on va vous balader un petit peu dans différents pays avec différentes missions économiques et autres. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez des gens de l'administration qui ne trouvent pas ça nécessairement sympathique et qui, eux, vont vous dire, ben, si vous gagnez de l'argent, on va vous en prendre un max et parfois de façon abusive. Voilà. Donc, c'est comment être entre ces deux-là, mais bon, en même temps, bon, faut savoir que la Belgique présente quand même pas mal d'avantages en termes de localisation, en termes d'universitaires présents et disponibles, etc. Donc, voilà. C'est un choix. Justement, vous l'avez dit, vous avez connu un succès quasi immédiat. À quel moment est-ce que vous l'avez réalisé personnellement? Euh, on l'a réalisé assez tôt après le lancement parce que j'ai senti qu'il y avait un engouement derrière ce produit et qu'il y avait une véritable histoire qui était en train de se créer. Après, on a lancé ça en 2007.
les réels bénéfices sont arrivés en 2011-2012 grâce à différentes décisions qu'on avait prises, qui étaient des décisions stratégiques relativement importantes. Je vous en explique quelques-unes. Un, on avait décidé d'être plus cher que notre premier concurrent, qui est Swatch, qui est suisse, et nous, on était plus cher que Swatch. Donc, c'était quelque chose d'assez aberrant quelque part, puisque on fait fabriquer nos montres à Shenzhen derrière Hong Kong. Elles ont un mouvement japonais qui pour moi est meilleur que les mouvements suisses, en tout cas pour les mouvements à quartz, mais il n'empêche, il n'y avait pas ce Made in Suisse. Et pourquoi on a choisi de mettre ce prix plus cher? Parce que j'ai pris exemple sur Red Bull qui est plus cher que Coca-Cola. Une canette de Red Bull est plus chère qu'une canette de Coca-Cola. Or, qu'est-ce qui coûte dans ces canettes? C'est le transport et l'aluminium. L'eau ne coûte rien et l'additif que vous mettez dedans ne coûte presque rien. Ce qui coûte, c'est le transport et l'aluminium. Et Red Bull, avec moins de transport, puisqu'elles sont plus petites en contenance, et moins d'aluminium, arrivait à les vendre plus cher. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire le même principe, c'est-à-dire donner plus de valeur dans un nouveau produit. Autre chose que ce prix plus élevé nous a permis, c'était de donner plus de marge bénéficiaire aux distributeurs et plus de marge bénéficiaire aux détaillants, aux bijoutiers. C'est-à-dire que vous aviez une base de prix, par exemple chez nous, qui était de 69 ou 79 euros, quand chez notre concurrent, le prix était à 49 ou 59. Et sur cela, on donnait ce qu'on appelle chez nous en horlogerie du 2,5. Donc, vous prenez le prix TVA compris, vous divisez par du 2,5 et notre concurrent donnait du 1,8 sur une base inférieure. Ça veut dire que le bijoutier gagnait nettement mieux sa vie, et gagne mieux sa vie d'ailleurs encore à l'heure d'aujourd'hui, en vendant une iSwatch qu'une Swatch, nos concurrents. Si demain vous allez acheter un nouveau téléviseur, vous allez rentrer dans une grande surface et vous allez avoir 40 ou 50 téléviseurs devant vous. À un moment donné, quand le vendeur saura si c'est pour mettre dans une cuisine ou dans un salon ou dans une chambre à coucher la dimension que vous souhaitez, il va vous aiguiller sur le téléviseur qui est le mieux pour lui, pas le mieux pour vous, en termes de marge, en termes de facilité avec la marque, etc. Et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a donné plus de marge, ce qui incitait effectivement nos bijoutiers et nos distributeurs à promotionner mieux notre marque que celle de nos concurrents parce qu'ils gagnaient plus. Et s'il y a un message que je veux faire passer au public, s'il y a quelques personnes qui regardent cette vidéo, c'est il faut donner, donner, donner. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Alors, le temps, le retour met parfois un petit peu de temps, mais le retour, il est toujours là. D'autres ont essayé de lancer d'autres marques en horlogerie après moi et après nous, avec des beaux concepts, des beaux produits, etc. Et il n'y avait pas de marge parce qu'ils voulaient garder toute la marge pour eux, pensant qu'ils étaient les plus beaux et les plus forts. Ça n'a pas marché. Ça ne marche que si on donne. Et à ce moment-là, forcément, il faut donner et partager. Et à ce moment-là, vous avez automatiquement une adhésion. Et une fois que vous avez l'adhésion, vous pouvez seulement après commencer à gagner, mais pas au début en tout cas. Donc, voilà, ça c'était un message important que je voulais vous faire passer. Et c'est ce qui a fait qu'on a, à un moment donné, assez rapidement, vers 2011, commencé à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a, à ce moment-là, les bijoutiers et les distributeurs voulaient absolument garder la marque. Et nous, on a à ce moment-là, tout doucement, augmenté notre marge à nous et diminué la leur, mais ils ne voulaient plus nous quitter, puisque de toute façon, pour eux, on était, je veux dire, un petit peu une vache à lait. Donc, on a rééquilibré les choses par la suite, ce qui nous a fait effectivement récupérer de la marge bénéficiaire. Justement, ce que vous venez de dire, enfin, on peut rebondir. Du coup, on a accueilli Monsieur Jean-Claude Biver il y a récemment, du coup, toujours dans l'horlogerie, qui a, oui, oui. qui a quasiment répété la même chose. Et donc, du coup, enfin, je n'avais pas pensé à cette question, mais je peux me permettre de la poser ici. Est-ce que vous pensez, du coup, que la posture dans laquelle veulent s'intégrer certains nouveaux entrepreneurs avec cette idée, on va dire, partie de rien et pourtant je vais réussir, est un peu, comment dire, travesti par ce qu'on pourrait entendre par différents spots télévisés ou même à travers différentes émissions?
cet aspect de données est extrêmement important, presque même fondateur, mais c'est même enfin, c'est quelque chose de vital en fait pour moi. Je suis particulièrement fier, par exemple, de pouvoir dire que le PTB en Belgique peut venir chez Icewatch parce que il n'y a pas un salaire en dessous, un salaire brut en dessous de 2 500 euros. Donc, il faut savoir, mais pour ça, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir aller chercher de la marge et pouvoir et après pouvoir la partager. Voilà. D'autres l'ont fait, hein, sans doute bien. Enfin, je connais un petit peu M. Biver parce que je l'ai rencontré quelques fois et que j'ai toujours apprécié aussi fortement cette personnalité qui est quelqu'un d'extrêmement, je vais dire, puissant dans ses paroles et dans ses actes. Donc, je me retrouve dans ce qu'il dit, en toute hypothèse. À quoi ressemble votre semaine en tant que CEO et du coup, quelle est votre marge de manœuvre maintenant que votre produit est devenu un peu mondial? Alors, c'est assez paradoxal par rapport à la marge de manœuvre, si vous voulez, c'est que on pense que, et je pensais à tort, c'est qu'en créant Icewatch, j'allais récupérer de la liberté. C'est-à-dire que quand on n'a pas de moyens financiers, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, j'avais un business qui allait cas un cas, suivant différentes difficultés qu'on pouvait rencontrer. Comment Je pensais qu'en gagnant de l'argent, on allait être beaucoup plus libre. Or, en fait, Icewatch m'a libéré à un moment donné de certaines contraintes, mais m'en a apporté beaucoup d'autres parce que maintenant, on a des responsabilités. Et quand je vois avec le Covid certains qui m'ont quitté de ma propre volonté ou de leur propre volonté, je leur disais, toi, tu peux quitter. Moi, je ne peux pas quitter du jour au lendemain et redémarrer, enfin, et changer de tout au tout. Je suis responsable d'un certain nombre de personnes, de contrats, enfin, etc. Donc, on est beaucoup moins libre qu'on ne le pense, en fait. Et donc, c'est toujours ce problème de comment gérer son temps pour quand même garder une certaine liberté d'action. Euh, mais les moyens financiers permettent effectivement d'acquérir une certaine liberté, mais au niveau du temps, vous en avez quand même beaucoup moins qu'avant. Voilà. Donc c'est assez paradoxal. Quelles sont alors tous les dimensions de l'entrepreneur qui sont mésestimées alors par le grand public qui a justement envie d'aller vers cette vie-là? L'entrepreneur, il doit vraiment, c'est un couteau suisse pour moi, hein, donc il doit pouvoir avoir énormément de capacité de résoudre un certain nombre de problèmes avec une multitude d'outils. Donc il doit pouvoir, en tout cas pour les PME comme la nôtre, pouvoir toucher à tout en permanence et essayer des différents intérêts qui sont des intérêts personnels, de pouvoir les cadrer. Mais il y a une chose que je voudrais dire, parce que je vois qu'on approche déjà de la demi-heure, qui est pour moi relativement importante, c'est que si vos amis étudiants peuvent acheter un tout petit livre, on le trouve en librairie ou sur Amazon, enfin bon bref, et ce livre s'appelle « Vous pouvez être ce que vous voulez être » de Paul Arden. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu ou si certains l'ont déjà acquis, enfin peu importe. C'est un livre qui m'a fortement inspiré et que j'ai lu quand j'étais relativement jeune et que j'ai relu durant ma carrière et qui m'a donné de nombreux conseils très importants. Et au tout début de ce livre, en fait, on explique très bien et l'auteur nous interpelle en nous demandant mais qui vous voulez être en fait. Et il prend différents niveaux et ça se termine entre guillemets, mais c'est des blagues puisque tout ça est illustré par Napoléon. Et donc, quand on est étudiant, en tout cas moi quand je suis sorti de mes études, j'ai postulé à un seul endroit avant mon service militaire et on m'a refusé puisque j'avais mon service militaire à faire. Et j'ai dit que plus jamais je ne postulerai. Et donc, j'ai créé mon propre business qui m'a amené à cette histoire avec Icewatch et plein d'autres histoires.
Mais il y avait ça qui m'a fortement aidé et ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la PNL, ben, c'est quand même un mode de fonctionnement mental qui fait qu'on voit les choses différemment et de façon beaucoup plus positive avec un certain type d'entraînement. Et on voit qu'avec les années qui passent, ce qu'on a imaginé très fort dans sa tête, finalement, se concrétise. Alors, ça ne se concrétise pas toujours exactement à 100% comme on aurait pu l'imaginer, mais en fait, globalement, ça se passe quand même relativement proche à partir du moment où on s'est fixé vraiment des objectifs relativement importants. Donc, Mais moi, j'ai eu la chance de suivre une formation en programmation neurolinguistique à 25-26 ans, mais c'était pour moi-même donner des cours parce que je suis licencié agrégé, donc j'aurais pu être professeur, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça m'avait vraiment véritablement interpellé, cette méthode de la PNL, surtout quand elle est bien communiquée. Et ce petit livre, vous pouvez être ce que vous voulez être, avec toute une série de petits conseils qui sont absolument judicieux pour vous aider dans la vie. Et justement, vous anticipiez au final mes deux dernières questions. La première aurait été, quelles sont les choses qui vous ont justement aidé dans votre carrière, mais dans votre jeunesse, pour lesquelles vous recommanderiez aux étudiants? Et la ouais. dernière, quel, quel mot de motivation vous pourriez leur partager à eux qui auront bientôt leur examen? Ah, alors moi, les examens, j'en ai raté énormément, donc, parce que je n'allais jamais au cours. Bon, après, j'ai trouvé une charmante jeune fille qui est devenue mon épouse et qui avait des très bonnes notes de cours, ce qui m'aidait énormément. Euh, non, pour ceux qui sont en examen, oui, bon, bah, vous allez les réussir, j'en suis certain, hein, donc je n'ai pas de doute là-dessus. Par contre, par rapport à ce qu'on apprend, je suis parfois un petit peu interloqué parce que je lis parfois dans certains cours qu'on parle d'Icewatch et on explique certaines choses sur Icewatch. Et certains professeurs d'université prennent ou d'études supérieures prennent Icewatch en faisant des parallèles ou en prenant ça comme exemple de ceci ou de cela. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Donc, euh, l'université, pour moi, elle apprend à la critique, c'est très, très important. Elle apprend à comprendre, elle apprend à être libre. Le reste, c'est vous. Voilà, c'est vous qui devez continuer à apprendre, c'est vous qui devez après avoir les yeux ouverts, c'est vous qui devez être le plus libre possible au niveau de votre pensée et de vos actions. Voilà. Et comme je m'adresse à des étudiants de l'Université libre de Bruxelles, sachez que je suis très attaché à la liberté, voilà, dans tous les sens du terme, mais la vraie liberté. Hein. Je comprends totalement, je comprends totalement. Mais merci beaucoup, en tout cas Je vous en pour ce prie. moment. Bon après-midi, bonne journée. Et, également, et en espérant vous rencontrer physiquement et rencontrer vos collègues physiquement un jour d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, je suis disponible.